Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Je co-anime ce podcast avec Cathy Hamilton, chargée de projet à l'IFRI. Bonjour Cathy. Bonjour Marc, bonjour à tous. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Paul Vorer, chercheur au Centre géopolitique des technologies de l'IFRI, où il s'occupe plus spécifiquement du programme dédié aux questions spatiales. Il a récemment publié un éditorial de l'IFRI consacré à Starship, le lanceur en cours de développement par SpaceX, censé faciliter les voyages interplanétaires. Avant cela, il avait écrit un briefing intitulé « 2024, année charnière pour le domaine spatial » et un article de la revue Politique étrangère sur le secteur spatial européen pris dans une tenaille stratégique. Paul Vorer, bonjour et merci d'avoir accepté de venir à ce micro. Bonjour. Commençons par l'actualité. D'ici quelques semaines, Ariane 6 devrait effectuer son premier vol. Cet événement est attendu impatiemment par les Européens, car depuis le dernier vol d'Ariane 5 en juillet 2023, l'Europe est privée de capacité souveraine d'accès à l'espace. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer à nos auditeurs comment l'Europe a pu se retrouver dans une telle situation et surtout, quelles en sont les conséquences ? Oui, effectivement, l'Europe se retrouve dans une situation qui est inédite depuis les débuts de l'aventure spatiale européenne et plus précisément le premier vol d'Ariane en 1979 qui a marqué le début de l'aventure d'Ariane. Aujourd'hui, l'Europe n'a plus les moyens d'accéder à l'espace pour des raisons qui tiennent à des circonstances particulières avec un enchaînement de problèmes conjoncturels qui sont à la fois des problèmes industriels, techniques et géopolitiques principalement. Si on fait un petit retour en arrière, en 2022, l'Europe, elle opérait une famille de lanceurs, c'est-à-dire qu'elle avait 3 lanceurs disponibles. On avait Ariane 5 qui est le lanceur dit lourd, c'est-à-dire plus de 20 tonnes à lancer en orbite. On avait le lanceur Soyouz, qui est un lanceur produit en Russie, qui offrait des possibilités de lancer notamment beaucoup de satellites institutionnels européens. Et on avait au niveau des petits lanceurs, un lanceur qui s'appelait Vega et dont l'évolution s'appelle Vega C. C'est un lanceur qui est un petit peu plus gros. Et en fait, la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui en 2024, c'est que en décembre 2022, Vega C, le petit lanceur, a subi un échec qui ne lui permet pas d'être relancé avant au moins la fin de l'année 2024. Soyouz, lors de l'agression russe en Ukraine, les coopérations ont été arrêtées immédiatement avec la Russie et donc c'est un lanceur qui n'est plus disponible. Et Ariane 5 a terminé sa carrière opérationnelle comme prévu en 2023 et donc dans l'intérim, on ne dispose pas d'un lanceur qui permette de conserver cet accès à l'espace. Alors, pourquoi on n'a pas ce lanceur Ariane 6 aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'il y a eu des problèmes au niveau industriel qui ont conduit à des retards et que la période de transition qui était prévue entre Ariane 5 et Ariane 6 n'a pas été suffisante pour assurer l'Europe d'arriver à la date de lancement d'Ariane 6 à la date prévue qui était au départ 2020. Donc il devait y avoir entre Ariane 5 et Ariane 6 à peu près 3 ans de transition. Et malheureusement, du fait des retards, cette transition n'a pas pu avoir lieu. Il faut se souvenir que dans des circonstances économiques beaucoup plus favorables pour les lanceurs européens, à la fin des années 90, au début des années 2000, on a eu une transition entre le lanceur précédent, Ariane 4 et Ariane 5, mais qui a duré 7 ans. C'est-à-dire entre le premier lancement d'Ariane 5 en 1996 et le dernier lancement d'Ariane 4 en 2003, on a eu 7 ans de transition qui ont facilité en fait la poursuite des opérations dans des conditions nominales. Donc on se retrouve aujourd'hui en fait dans une dépendance quasi totale à des fournisseurs étrangers pour notre accès à l'espace, comme on l'a vu récemment par le lancement de satellites européens Galileo par le lanceur Falcon 9 de l'entreprise SpaceX. Et bien justement, un des principaux concurrents d'Ariane 6 est SpaceX, l'entreprise créée par Elon Musk. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cet acteur et l'impact que son émergence a eu sur le domaine spatial ?
Oui, l'émergence de SpaceX dans le domaine spatial a eu un impact absolument majeur ces dernières années. Et en fait, il est presque impossible aujourd'hui de comprendre la situation si on ne parle pas de l'impact qu'a eu SpaceX dans le domaine. En une dizaine d'années, on va dire, depuis les premiers tirs de son lanceur qui s'appelle le Falcon 9, qui est une fusée qui est assez puissante en fait, qui est surtout très facile à fabriquer et qui est aussi un lanceur réutilisable, qui a cette particularité unique. En fait, ça a permis à SpaceX de devenir un acteur, et je dirais même l'acteur ultra dominant aujourd'hui dans le domaine spatial, qui est quasiment monopolistique sur certains domaines. Notamment dans le domaine des constellations, dont on parlera un petit peu plus tard, c'est devenu un acteur majeur. Donc c'est à la fois un acteur qui est majeur dans le domaine des lancements, c'est aujourd'hui celui qui lance le plus au monde, même si on compte les tirs des autres pays du monde, par exemple, il a presque la moitié des lancements mondiaux, et l'année dernière, il a lancé près de 80% de la masse totale envoyée en orbite, donc si on ne compte pas juste en nombre de lancements, mais en fait en capacité d'envoi en orbite. Il a également un impact dans le domaine des constellations, puisque la constellation Starlink comporte près de 6000 satellites à l'heure actuelle. Alors, on peut donner les chiffres de Starlink, mais en fait, le déploiement de cette constellation va tellement vite que ça évolue de semaine en semaine. Donc, selon le moment où les gens écoutent ce podcast, ça aura déjà changé. Et moi, ce qui m'a marqué dans un de vos articles récents là, sur Starlink, c'est que vous expliquez qu'aujourd'hui, c'est la moitié des satellites dans l'espace. C'est vraiment considérable. C'est même aujourd'hui, je crois, plus de la moitié des satellites dans l'espace. Ça évolue à une vitesse très très importante. Le fait est que les satellites Starlink, ils sont tous, alors pas tous pareils, mais en tout cas très semblables. En tout cas, ils servent tous à la même chose. Et l'intérêt de la constellation, dont on parlera plus tard, c'est de fonctionner en tant que système. Donc, il faut le concevoir comme un système. Mais il s'avère tout de même que le nombre d'éléments qui est envoyé par cette entreprise dans l'espace fait qu'on passe dans une forme d'autre dimension, si vous voulez. On est en train de passer, d'une certaine manière, dans une industrialisation de l'espace telle qu'on ne l'avait jamais vue. Et ça s'est fait sur les 3-4 dernières années. Et c'est en expansion rapide, quasiment exponentielle. Donc c'est un changement qui est véritablement très très impressionnant. Et il n'y a à l'heure actuelle, alors on parle beaucoup du New Space, en réalité le fer de lance du New Space, c'est l'entreprise SpaceX qui n'a pas d'équivalent au monde. On ne voit ça aujourd'hui chez aucun autre acteur du New Space, et on ne voit aussi aucun autre acteur arriver à émuler ce qu'a fait SpaceX jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est véritablement une situation très très unique et qui a des conséquences, jusqu'à avoir des conséquences géopolitiques. Il faut peut-être juste expliquer ce que veut dire New Space pour nos auditeurs. Le New Space, c'est un mouvement, d'une certaine manière, une dynamique entrepreneuriale qui a été démarrée à peu près au début des années 2000 avec l'arrivée d'entrepreneurs souvent venant du monde de l'Internet. On pense à Jeff Bezos d'Amazon, dont on va reparler. On pense à Elon Musk, on pense aussi à Virgin Galactic, à Richard Branson, mais également toute une myriade d'autres petites entreprises, d'autres startups qui se sont créées un petit peu dans la foulée de ce que ces entrepreneurs avaient construit pour développer de nouvelles technologies spatiales dans l'espoir de trouver de nouveaux marchés. En fait, les nouveaux marchés spatiaux ne se sont pas réellement matérialisés comme la plupart de ces entreprises le souhaitaient, mais on a eu pendant une durée assez longue finalement un investissement très important de la part d'investisseurs privés dans le domaine du spatial pour développer de nouvelles entreprises. Donc voilà pourquoi on parle de New Space, ça veut dire un nouvel espace avec des nouveaux entrants. Si on revient à Ariane 6, est-ce que son lancement permettra de tirer durablement les Européens de la tenaille stratégique que vous décriviez dans votre article de politique étrangère ? Alors, ce que j'avais appelé la tenaille stratégique, c'est un petit peu la situation délicate dans laquelle l'Europe spatiale se trouve aujourd'hui, à la fois au niveau géopolitique et au niveau de son économie spatiale, si vous voulez, de l'amont à l'aval. On a un sujet qui est aujourd'hui d'abord géopolitique, un petit peu coincé entre les États-Unis qui à la fois sont le pays avec lequel on coopère le plus, la plus grande puissance spatiale mondiale, mais également qui est notre plus féroce concurrent à travers
un certain nombre d'entreprises, dont en particulier l'entreprise SpaceX, et une Chine qui aujourd'hui est extrêmement fermée pour les Européens, ne peut pas coopérer avec eux. On n'a pas non plus réellement de dynamique de compétition, mais la réalité c'est que ça limite aujourd'hui le vivier, disons, des coopérations potentielles que l'Europe peut avoir avec ces grandes puissances spatiales. Et puis il y a l'aspect économique qui est lié effectivement aux lanceurs. Donc ça, normalement, Ariane 6 devrait permettre de desserrer un petit peu la tenaille à ce niveau-là. Mais il faut voir que l'économie du spatial, elle va du lanceur, en passant par les satellites, jusqu'aux données qu'on arrive à extraire de ces satellites et les usages qui dérivent de ces données, les applications qui dérivent de ces données. Alors ces applications, on en reparlera, mais elles sont de toutes sortes. Et pour l'instant, on voit que c'est le fait de développer une économie numérique très forte qui permet aussi de prendre appui sur ces données spatiales pour développer de nouveaux services. Et ça, malheureusement, dans le domaine numérique, c'est aussi une des faiblesses de l'Europe, c'est de ne pas avoir réussi à développer des géants au niveau de la Chine ou des États-Unis. Donc on a une situation qui est finalement très difficile pour l'Europe spatiale aujourd'hui. Ça reflète assez bien finalement les tensions qu'on peut avoir en Europe dans les autres domaines. Comme l'a dit récemment le président de la République, l'Europe est mortelle. Dans le spatial, on le ressent réellement. Comme l'a dit récemment le président du CNES, alors je ne vais pas reprendre sa citation, mais je ne sais pas si les auditeurs l'auront entendu, elle est assez marquante au niveau de la mortalité de l'Europe spatiale et de l'industrie spatiale. Oui, c'était « on va tous crever ». Voilà, c'était dans le texte « on va tous crever ». Alors, il a indiqué qu'il fallait aller plus vite et qu'il fallait développer de nouvelles méthodes. Sinon, voilà, donc il y avait un côté un petit peu menaçant, mais c'est vrai qu'on se retrouve dans le domaine spatial un petit peu à l'image de ce qu'on peut voir dans d'autres domaines en Europe. Et ça montre bien que le spatial reflète aussi des grandes tendances et des grandes tensions qui traversent finalement la société et les relations internationales en général. Parmi les premiers clients d'Ariane Group pour Ariane 6 figure Amazon, qui développe une constellation de satellites appelée Kuiper. Elle est concurrente de Starlink. Alors l'Europe n'est pas complètement en dehors du jeu des constellations, puisque une constellation appelée Iris 2 est en cours de développement. Vous y avez récemment consacré un séminaire à l'IFRI. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette constellation européenne ? Alors je vais d'abord peut-être rapidement expliquer ce qu'est une constellation de satellites. Pour vous expliquer, une constellation de satellites, c'est l'idée d'envoyer un grand nombre de satellites dans l'espace, la plupart du temps dans ce qu'on appelle les orbites basses terrestres, c'est-à-dire à une distance d'environ 200 à 2000 km de la Terre, pour permettre la fourniture de services de télécommunication la plupart du temps. Alors il y a aussi des constellations de navigation, des constellations d'observation de la Terre, mais là ce dont on parle, les méga-constellations, c'est vraiment pour la connectivité par satellite. En fait, si on fait un petit retour en arrière, le principal modèle économique du domaine spatial, c'était ce qu'on appelle la diffusion par satellite, c'est-à-dire en fait la fourniture de services qui ne dépendaient pas du nombre de clients sur Terre. À partir du moment où vous aviez une antenne dans l'espace, souvent en orbite géostationnaire, vous pouviez servir un nombre de clients très très important et c'était typiquement le modèle économique de la télévision par satellite. Vous voyez toutes les paraboles au balcon et sur les toits, ça permet de diffuser la télévision et ça c'est un modèle économique qui est en fait en dynamique décroissante de façon permanente depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et tout simplement parce que les usages, de l'autre côté, ont changé. Aujourd'hui, les usages sont beaucoup plus à la demande. On a Netflix, on a Internet, et donc les besoins en connectivité sont beaucoup plus importants. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas de constellation ou tant qu'on n'a pas un moyen de délivrer un service d'une qualité équivalente à ce qu'on peut trouver avec les infrastructures terrestres, le spatial n'était pas compétitif dans ce domaine. Et d'ailleurs, d'un point de vue purement prix, ne l'est toujours pas. En revanche, il offre potentiellement de nouveaux usages et de nouvelles manières de se connecter, typiquement la mobilité, typiquement la connexion sur les bateaux, dans les avions, etc. Donc le spatial a un avantage, mais jusqu'à présent, le différentiel entre les avantages du spatial et les coûts que
représentait la mise en place d'une telle constellation était trop important et donc on n'arrivait pas à avoir un modèle qui fonctionnait et qui était rentable. Et aujourd'hui, il existe encore un point d'interrogation. On ne sait pas réellement si on en est encore là. La constellation Starlink, c'est une forme de grande expérience sur les constellations pour voir si cela peut être rentable. Il faut savoir que dans les années 90, il y avait déjà eu une première vague de constellations. Alors la technologie n'était pas la même, mais que toutes ces entreprises avaient finalement fait faillite, avaient été rachetées et aujourd'hui délivrent des services, mais pas du tout au niveau d'ambition qui était le leur dans les années 90. Donc si on parle des différentes constellations, on a Starlink effectivement, et on a la constellation Kuiper, qui est la constellation de celui qu'on a mentionné plus tôt, Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon, et qui est d'une certaine manière le concurrent d'Elon Musk dans le spatial. C'est un petit peu les deux figures majeures du New Space aujourd'hui. Amazon a énormément... Enfin, son entreprise s'appelle Blue Origin, en l'occurrence Kuiper, c'est Amazon, mais pardon si c'est un petit peu brouillant, mais l'entreprise Amazon donc a énormément de moyens, mais n'a pas encore réussi à déployer ses satellites et effectivement utilise d'autres lanceurs que les lanceurs développés par ailleurs par l'entreprise de Jeff Bezos pour déployer sa constellation. Cette constellation, elle ressemble beaucoup finalement à la constellation Starlink, mais donc on voit que le destin, si vous voulez, économique, même des lanceurs qui se destinent plutôt à un marché commercial comme Ariane 6, dépend énormément des constellations et donc aussi un petit peu de leur réussite. Et puis on a d'autres types de constellations qui seraient des constellations, je dirais, plus gouvernementales. On a l'exemple en Chine, par exemple, alors qui est une constellation avec un partenariat public-privé qui n'est pas aujourd'hui très, très clair, qui s'appelle Guowang. Et on a la constellation européenne qui s'appelle Iris-Carré et qui vise à développer de même une constellation pour dans un objectif d'autonomie par rapport aux géants américains. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect commercial dans Iris-Carré, il y a le fait d'avoir un financement public mix public-privé, mais il y a aussi au cœur du projet la volonté d'être autonome par rapport à ce type d'infrastructure qui est en train de se développer aujourd'hui. Donc en ce moment, les discussions sont en cours pour Iris-Carré et pour voir les premiers éléments de la constellation arriver d'ici quelques années. Donc c'est vraiment cette dynamique d'autonomie qui est mise en avant aujourd'hui dans ce projet. Dans vos publications, vous parlez non seulement de la problématique des lanceurs et de celle des satellites, mais aussi de celle des données spatiales. De quoi s'agit-il ? Alors les données spatiales, on l'a un petit peu évoqué, elles sont de trois types. On a d'abord les données d'observation de la Terre de manière large. C'est-à-dire que quand on parle d'observation, on peut parler d'image optique, on peut parler de radar, on peut parler de différentes choses. Disons 80% à peu près de ce type d'image est à vocation militaire, fondamentalement. C'est le principal moyen de renseignement spatial qui existe aujourd'hui et donc les pays qui ont les programmes militaires les plus développés à l'heure actuelle sont généralement aussi ceux qui ont les programmes spatiaux d'observation de la Terre les plus développés. On a les données de navigation qu'on connaît tous, qu'on utilise tous au quotidien, c'est-à-dire les données GPS, ou plus exactement GNSS, puisqu'il y a aussi d'autres types de constellations de navigation. On a le GPS, on a Galileo en Europe, on a Beidou en Chine et on a la constellation GLONASS qui est russe. Et on a, donc voilà, ça on connaît, c'est à la fois des applications civiles comme on connaît tous et c'est des applications militaires aussi, à la fois pour repérer des troupes sur le terrain, guider des missiles, etc. Et on a les applications, donc comme je vous disais, de télécommunications qui sont dans une phase de transition entre cette diffusion par satellite et la connectivité qui est vue comme un relais de croissance à terme via des constellations de satellites. Donc ces données, la majorité de l'utilisation qui en est faite, c'est quand même à vocation de service public. On peut penser à la météo, on peut penser à la science, la météorologie, l'étude du climat.
Et la volonté récente, enfin les dynamiques récentes, c'est d'essayer de développer aussi, en particulier dans le domaine de l'observation de la Terre, ces données pour développer des applications commerciales. C'est-à-dire pour faire du renseignement, ce qu'on appelle géospatial, pour la surveillance des flux maritimes, pour donner des renseignements sur la surveillance des pipelines, pour compter le nombre de voitures dans les parkings, pour essayer de déceler la croissance chez un concurrent, etc. Ça, c'est des applications qui sont très nouvelles, qui sont aussi permises par cette disponibilité des outils numériques qui n'existaient pas auparavant. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très nouveau. Et l'arrivée de l'intelligence artificielle dans la palette d'outils disponibles pour analyser ces données d'origine spatiale, donne beaucoup d'espoir à un grand nombre d'acteurs économiques qu'à terme, ce type de modèle économique puisse se développer avec succès. Nous avons beaucoup parlé jusqu'à présent de l'Europe et des États-Unis. Vous avez très brièvement mentionné la Chine et la Russie. Est-ce que vous pourriez nous dresser un panorama rapide des principales puissances spatiales hors Europe et hors États-Unis? Oui, bien sûr. Alors, le panorama est très large, effectivement, mais les principales puissances qu'on a évoquées rapidement, on a des puissances qui sont, disons, en dynamique positive, je dirais, c'est-à-dire les États-Unis, qui sont en croissance au niveau du spatial, qui sont en croissance sur leur projet. Et on a aussi la Chine, qui est aujourd'hui la deuxième puissance spatiale après les États-Unis. C'est assez difficile en fait d'avoir des chiffres exacts sur les budgets ou même sur l'ampleur de l'effort que la Chine consacre au spatial, notamment en termes de ressources humaines, mais on constate qu'aujourd'hui ils portent des ambitions de grande puissance dans tous les domaines de l'activité spatiale et dans tous les domaines tout court d'une certaine manière. Le spatial est à l'image de la volonté de puissance de la Chine et du développement de la dynamique de la Chine aujourd'hui. Ça passe à la fois par les données, ça passe par le développement de lanceurs, ça passe aussi par des politiques qui n'existent pas, par exemple en Europe, qui est le vol habité. Aujourd'hui, la Chine a un programme de vol habité extrêmement dynamique et extrêmement ambitieux, avec notamment la volonté d'un retour sur la Lune à l'horizon 2030, de façon parallèle aux Américains. Et donc, c'est une puissance qui utilise aussi sa puissance pour mettre en place des coopérations économiques et diplomatiques. On a des coopérations dans le cadre des routes de la soie. On a une volonté réellement de développer un soft power à l'aide du spatial. Donc la Chine, c'est vraiment aujourd'hui la deuxième puissance qui est dans une dynamique positive. On a ensuite les puissances qui sont dans une dynamique un peu plus négative, on va dire, ou un petit peu plus à la baisse, disons. Il y a l'Europe, évidemment, qu'on a évoqué, mais il y a aussi la Russie, aujourd'hui, qui a un programme spatial historique. C'est la première puissance à avoir atteint l'orbite terrestre, mais qui a des énormes problèmes industriels, qui a un manque d'innovation très important dans sa filière, et également des problèmes de corruption extrêmement répandus dans tout l'appareil spatial russe. Il y a vraiment des problèmes très importants et des coopérations qui auparavant étaient fructueuses et qui ont été arrêtées après l'invasion de l'Ukraine, notamment avec l'Europe. Donc c'est, disons, si on la juge à l'aune de sa puissance spatiale, c'est une puissance qui décline malgré le fait qu'elle a encore des atouts. Le vol habité, par exemple, elle peut poursuivre une coopération internationale de très grande ampleur comme la Station spatiale internationale et en lançant toujours des astronautes de pays étrangers pour maintenir cet instrument qui finalement était à l'époque un symbole de coopération, de fin de la guerre froide, etc. et qui aujourd'hui ressemble de plus en plus au dernier trait d'union entre des puissances qui désormais, entre lesquelles les tensions sont extrêmement fortes. Et puis on a des puissances historiques mais montantes, on va dire l'Inde, par exemple, c'est une puissance qui a vu un renouveau de ses ambitions géopolitiques et donc en fait de ses ambitions spatiales en reflet. C'est
Le programme spatial indien était principalement axé en fait sur le développement humain, sur justement ce que je vous disais, l'observation de la Terre, sur la capacité à prévenir les catastrophes naturelles ou au moins les gérer, sur l'agriculture, etc. Mais récemment, on a eu une affirmation plus importante avec le développement d'armes anti-satellites. Notamment, et le développement de satellites militaires. On a eu un test anti-satellite en 2019 qui a marqué les esprits. Et on a aussi un programme de vol habité en cours de développement. Donc ça, c'est vraiment les marqueurs, si vous voulez, d'une puissance géopolitique qui cherche à s'affirmer. Et quand on développe du spatial militaire et quand on développe du vol habité, généralement, c'est un bon reflet de la politique de puissance qui est menée par ailleurs. D'autres puissances, on a le Japon, dont le développement a principalement été basé sur des objectifs civils et scientifiques, avec des capacités d'accès à l'espace qui sont tout à fait importantes. On a Israël, qui est une puissance spatiale relativement limitée, parce que ses développements sont issus en fait, de son programme balistique. Pour tirer ses satellites, elle est obligée de tirer vers l'ouest, au-dessus de la mer Méditerranée, ce qui est un problème en fait en termes de dynamique orbitale, puisque ça fait perdre de la puissance aux lanceurs. Donc c'est la seule puissance spatiale qui tire vers l'ouest et qui donc perd un petit peu les avantages du fait de tirer vers l'est. On a l'Iran et la Corée du Nord, qui sont un petit peu dans cette dynamique, mais avec, disons, moins de succès historique, avec des lanceurs issus de leur programme balistique, mais qui ont des gros problèmes de fiabilité. Et de même, la Corée du Sud, qui, elle, n'a pas de programme balistique, mais a mis en place une coopération avec la Russie, notamment pour développer un lanceur, et qui a du mal aujourd'hui à fiabiliser ses lanceurs. Un cas très particulier que je voudrais évoquer rapidement, c'est le cas de la Nouvelle-Zélande, puisque là, c'est vraiment la définition d'une puissance spatiale qui est issue du New Space, puisque la Nouvelle-Zélande a une entreprise sur son sol, elle tire des lanceurs depuis la Nouvelle-Zélande, et celle-ci a été fondée par quelqu'un qui s'appelle Peter Beck, qui est un néo-zélandais, et qui a développé cette entreprise. Sans réellement qu'il y ait de stratégie politique réfléchie derrière. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le siège social de l'entreprise est en fait aux États-Unis, en Californie, à Huntington Beach. Mais les lanceurs sont toujours tirés depuis la Nouvelle-Zélande. Et puis enfin, il y a une myriade de nouveaux pays spatiaux qui se lancent dans les activités spatiales sans forcément développer des lanceurs. On pense aux Émirats arabes unis qui ont une politique spatiale très ambitieuse mais sans volonté d'accès à l'espace. On pense à l'Égypte, la Turquie, etc. Si vous voulez, depuis 10 ans, plus de 20 pays ont établi leur propre agence spatiale et le nombre de pays possédant au moins un satellite en orbite est passé de 50 à plus de 80. Donc il existe bien une dynamique qu'on pourrait appeler du New Space qui permet à des entreprises de développer des capacités spatiales, mais souvent en fait ces développements ils viennent aussi de stratégies étatiques qui ont trouvé un moyen grâce à ces nouvelles entreprises et aux nouvelles technologies de rentrer dans le cercle des puissances spatiales. Pour terminer, on va parler de la question de la militarisation de l'espace que vous avez brièvement évoquée. Où en sommes-nous dans son domaine ? Alors comme je disais, le spatial est souvent le reflet des relations internationales et en l'occurrence la militarisation de l'espace, elle augmente parce que dans les relations internationales, les tensions sont de plus en plus grandes et elle augmente aussi. Alors, la militarisation, l'espace a toujours été militarisé d'une certaine manière. Dans le domaine de la recherche, on a tendance à différencier la militarisation de l'espace et l'arsenalisation de l'espace, qu'on définit comme la mise en place d'armes anti-satellites ou au moins d'armes antispatiales type brouilleur, etc. Le fait est que pendant la guerre froide, si vous voulez, la dynamique historique, c'est que les satellites étaient extrêmement liés à la dissuasion nucléaire et aux capacités nucléaires. On avait des satellites véritablement extrêmement stratégiques et qui, pendant toute une période de l'histoire, ont été d'une certaine manière sanctuarisés parce que le fait d'attaquer un satellite
c'est pas qu'ils n'avaient pas la technologie à l'époque, mais c'est plutôt que c'était vu très rapidement comme un mécanisme escalatoire extrêmement dangereux. Il s'avère que à partir des années 90, à partir de la guerre du Golfe, qui est parfois surnommée la première guerre spatiale, les données satellites dont on parlait précédemment ont eu tendance à se rapprocher du champ de bataille, c'est-à-dire à servir pour des objectifs beaucoup plus près du terrain, quasiment des objectifs tactiques, guidage de missiles, etc. C'était quelque chose qui ne se faisait pas avant. Et donc, par répercussion, les satellites ont commencé à être vus de plus en plus comme des cibles légitimes finalement par certaines puissances, parce que faisant partie d'un système d'armes, typiquement le guidage satellite, on peut considérer que ça fait partie d'un système d'armes, puisque c'est un système déporté, mais en l'occurrence, si on détruit un satellite, peut-être que ça ne permettra pas de faire d'autres choses. Et je dirais qu'un des points culminants aujourd'hui, on n'a pas encore vu d'attaque réelle en situation de conflit contre un satellite. Pour l'instant, il n'y a eu que des tests qui ont été menés et pour prouver aussi la capacité de certaines puissances à effectuer ce type de manœuvre. Mais en revanche, la guerre d'Ukraine a montré en tout cas des positions diplomatiques consistant à dire que si les satellites peuvent servir à des activités militaires, typiquement venant de la Russie, de la part de la Russie, qui ont menacé les satellites Starlink, qui pourtant sont des satellites commerciaux civils, mais qui servaient dans le cadre de la guerre en Ukraine pour permettre les opérations, là on a effectivement une forme d'escalade et de questions qui se posent d'une certaine manière, de savoir qu'est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme une cible légitime. Est-ce que des satellites commerciaux peuvent être des cibles légitimes? Est-ce que des satellites civils peuvent être des cibles légitimes? Et ça pose énormément de questions juridiques, de questions d'assurance éventuellement. Et puis on n'a pas seulement la guerre de façon destructrice, disons, celle qui se déroule à bas bruit, un petit peu sous le seuil de la violence depuis des années. C'est effectivement une guerre de brouillage, une guerre cyber. Et puis, on appelle ça des opérations de proximité et de rendez-vous, c'est-à-dire des satellites qui s'approchent d'autres satellites pour faire de l'espionnage. On en a eu un exemple en 2019 qui a été révélé par la ministre des Armées à l'époque et qui a d'ailleurs été un des points de départ de la stratégie spatiale de défense française. On a aujourd'hui besoin de comprendre l'espace comme un endroit où le conflit est possible et où il faut avoir une stratégie. Et ça n'est d'ailleurs pas un hasard si de plus en plus de pays développent des stratégies spatiales de défense et s'ils développent également des institutions parfois dédiées à la réflexion et aux stratégies militaires dans ce domaine. C'est parce que ce type de stratégie se multiplie, les possibilités augmentent, parfois ce sont des possibilités qui sont armées, la plupart du temps ça n'est pas le cas, mais il n'en reste pas moins que c'est un espace qui devient de plus en plus important et de plus en plus stratégique pour les armées parce qu'elles en dépendent de plus en plus également. Paul Vorer, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, n'hésitez pas à aller lire les publications de Paul Vorer sur le site de l'IFRI. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast Le Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup.